OK, donc bonjour à tous. Je présente encore une fois là, William Sylvain, étudiant à la maîtrise en génie euh, en efficacité énergétique, énergie renouvelable à l'ETS, sous la supervision de Daniel Monfait et Didier Ayot. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence intitulant La consommation d'énergie en serre, calcul et exemples de mesures d'efficacité énergétique. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, on va commencer par faire un court contexte de pourquoi c'est important de venir calculer nos besoins énergétiques et de venir les optimiser, là, les récupérations de chaleur. Par exemple, on va faire un court bilan sur comment on veut venir calculer un besoin en chauffage. On va faire aussi un court aperçu de l'outil de calcul qui a été développé en collaboration avec le CRAC. En l'utilisant, on va venir comparer différentes mesures d'efficacité énergétique avec l'outil, puis on va terminer avec quelques perspectives d'utilisation par la suite. Donc, pour ce qui est du contexte, vous le savez sûrement, le coût en énergie dans une serre représente une très grande part, dont à 15 à 30 en moyenne. Puis dans ces coûts énergétiques-là, le chauffage occupe la très grande partie. Surtout si, par exemple, on n'a pas d'éclairage, ben, la majorité de nos coûts en énergie, c'est le chauffage. Si on n'a pas d'éclairage, excusez-moi. Puis, aussi, ben, dans le contexte, là, comme je l'ai discuté, on a l'outil de calcul du CRAC qui a été fait en collaboration avec justement le CRAC pour venir calculer et paramétrer une serre, donc venir calculer sa consommation d'énergie. C'est où il faut que je pointe? Ah, super. Donc, on va commencer par faire le bilan, le calcul du besoin de chauffage. Donc, nous, sur quoi on se base, c'est vraiment un bilan thermique simplifié. Donc, ce qu'on considère, c'est vraiment ce qui rentre comme énergie, puis ce qui sort par la suite. Donc, ce qui sort, ben, on les considère, on les appelle comme étant des pertes thermiques, puis ce qui rentre, c'est plus nommé comme des gains. Donc, la première perte qu'on vient considérer, c'est vraiment les pertes qui sont liées par l'enveloppe. L'enveloppe, c'est quoi? C'est vraiment là, la structure de notre serre qui conscrit là, l'environnement intérieur contre l'environnement extérieur. Donc, vraiment notre volume intérieur de notre serre. Donc, tout ce qui se conscrit ça, c'est l'enveloppe. Puis, vu qu'il y a une enveloppe, c'est comme un peu un mur, il y a des pertes thermiques qui sont occasionnées par là, surtout qu'en serre, c'est des revêtements qui sont très peu isolants en moyenne, donc il y a beaucoup de pertes liées à ça. Donc les pertes par les murs, on a aussi les pertes par le toit, qui est un revêtement similaire, puis les pertes par le sol sont considérées. Donc, c'est quoi une perte par l'enveloppe? Comment ça s'est occasionné? Mais comme j'ai mentionné, c'est vraiment lorsqu'un milieu chaud est séparé d'un milieu froid par un milieu intermédiaire qui est ici notre revêtement ou notre sol. Chacun de ces milieux-là vient interagir avec notre milieu intermédiaire, qui est ici notre revêtement, qui crée des échanges thermiques, des transferts de chaleur. Puis par la suite, suite à ces interactions-là, mais notre température chaude, on a une perte d'énergie qui passe du milieu chaud au milieu froid au travers de ce revêtement-là. Ces pertes-ci, ben, ça représente une très, très grande part des pertes, vu la superficie là, de notre serre, de l'enveloppe. Puis ça représente environ 80 là, en moyenne de nos pertes. Donc, c'est vraiment important de venir les considérer puis de les diminuer là, au maximum par la suite. Donc, le deuxième type de perte là, ici qu'on vient considérer, c'est les pertes par infiltration. Une perte par infiltration, c'est vraiment lorsque il y a de l'air qui est non contrôlé, qui rentre dans notre serre. Donc, de l'air froid extérieur, c'est un peu comme des courants d'air dans notre serre. C'est vraiment des sources d'infiltration, donc des pertes thermiques du même nom. Donc, c'est vrai quoi des sources d'infiltration? Premièrement, tout ce qui est les points faibles d'une structure, donc soit des fissures, vraiment l'endroit où on pose la serre sur le sol, partout qu'il y a de l'air qui peut entrer, qui sont des points faibles ou des fissures. On a aussi les ouvertures qui seraient non étanches. Ici, on a par exemple nos volets. Si par exemple sont mal calfeutrés, ben, on a une infiltration d'air qui peut s'infiltrer à l'intérieur. Puis, même chose pour les portes. Si par exemple sont mal ajustées, ben, il y a de l'air qui peut s'infiltrer, qui occasionne des pertes thermiques. Donc, on vient un peu perdre la chaleur là, qu'on essaie de générer pour essayer de conserver. Par la suite, donc, on va maintenant parler de gain d'énergie. Donc, premièrement, le gain le plus important, puisque nos serres sont translucides, c'est vraiment ça qu'on va venir chercher en ayant notre serre, c'est vraiment que le rayonnement solaire puisse entrer à l'intérieur. Puis ce rayonnement solaire-là, ben, il crée un gain solaire. Donc, c'est vraiment notre gain principal qu'on va venir chercher naturellement, donc un gain qui est passif. Donc, comment ça fonctionne le gain solaire? Pourquoi le soleil réussit à chauffer notre serre, puis on est capable de garder notre chaleur à l'intérieur de notre serre? Mais premièrement, le rayonnement solaire qui part du soleil vient frapper notre enveloppe.
Notre enveloppe étant translucide, la plus grande partie du rayonnement est transmise à l'intérieur, tandis qu'une fine partie là, est vraiment réfléchie. Puis c'est vraiment ce facteur-là est vraiment spécifique à l'enveloppe. Donc, par exemple, différents revêtements vont réfléchir et transmettre d'une différente façon. Donc, on va venir maximiser la transmission pour rentrer à l'intérieur de notre serre. Par la suite, ce rayonnement solaire-là, il va être il va être absorbé par les équipements derrière notre serre, les plantes eux-mêmes. Puis, il y a cette partie aussi qui va être réfléchie de retour. Donc, la partie qui est absorbée, ben, par exemple, tout ce qui est les équipements, les plantes vont avoir emmagasiné cette énergie qu'ils vont avoir absorbée, puis ils vont le réémettre sous forme de rayonnement infrarouge. Puis le rayonnement infrarouge, c'est vraiment ce qu'on vient sentir comme chaleur à l'intérieur de notre serre. C'est vraiment ça qu'on peut sentir nous-mêmes, un peu qui fait qu'on est confortable à l'intérieur de notre serre. Puis, lorsque ces rayonnements solaires-là essaient de sortir de notre enveloppe, ici, donc notre serre, ben, contrairement au rayonnement solaire, celui-ci a une plus grande partie qui réfléchit de nouveau vers notre serre plutôt qu'il est transmis. Donc, par accumulation, plus on a de rayonnement solaire, plus on a d'infrarouge, plus on a une concentration de rayonnement infrarouge à l'intérieur, ce qui crée notre augmentation de température, qui est un peu l'effet de serre qu'on vient ici, on veut venir chercher. Donc, voilà, ça, c'est notre gain passif. Donc, finalement, avec les gains naturels puis les pertes naturelles qu'on vient occasionner, ça nous prend une façon là, de venir pallier à ce bilan-là. Donc, la façon de pallier, ben, c'est en venant ajouter une unité de chauffage qui va venir chauffer. Puis, cette unité de chauffage-là, elle va être calculée à partir du bilan de chauffage, bilan thermique. Donc, la puissance de chauffage va égaler l'ensemble des pertes par l'enveloppe qu'on va venir calculer plus nos pertes par infiltration, moins notre gain solaire. Donc, ça va vraiment nous dire la balance d'énergie que notre puissance, notre unité de chauffage va devoir venir fournir pour vraiment avoir notre bilan puis conserver une température intérieure adéquate et optimale pour notre croissance. Donc, concernant cette équation-là, on va essayer de voir comment elle a été implantée dans l'outil de calcul du CRAC, premièrement. Donc, pour calculer vraiment cette équation-là, donc les pertes les pertes et les gains, ça nous prend premièrement des certaines données d'entrée qu'on doit spécifier pour le calcul. Par données d'entrée, je parle des données météorologiques, donc ça inclut la localisation de notre serre, la température extérieure, le rayonnement, les températures de consigne, donc ce qu'on vient spécifier nous-mêmes. Si par exemple on veut faire une production 20 degrés le jour, 18 degrés la nuit, donc on vient l'inscrire directement, ça impacte grandement les pertes puis le gradient de température. Puis les formes caractéristiques qui incluent l'architecture, les dimensions, puis tout ce qui vient vraiment décrire notre serre en tant que telle. Par la suite, avec ces données météorologiques-là, on peut venir calculer dans le fond, avec ces données d'entrée-là, on peut calculer notre équation qu'on voit en haut. Ça nous permet de calculer nos pertes ainsi que nos gains par la suite. Puis, on peut calculer l'équation qui nous donne la puissance instantanée de chauffage. Donc, à ce moment donné-ci, on a besoin de fournir tant d'énergie à notre unité de chauffage pour qu'elle puisse, à notre serre, pour qu'elle puisse vraiment être stable. Par la suite, lorsqu'on intègre cette puissance instantanée-là au cours là, d'une période qu'on va venir évaluer, que ce soit une semaine, un mois, une année, ben, ça nous donne notre besoin mensuel en chauffage, donc la quantité d'énergie qu'on doit fournir, encore une fois, pour avoir pendant l'année longue conservé une température adéquate. Par la suite, selon l'équipement de chauffage qu'on vient spécifier par la suite, ben, l'équipement de chauffage va avoir une source d'énergie spécifique utilisée, donc soit le propane, le gaz naturel, l'électricité, et une efficacité de l'équipement. Avec cette efficacité-là, ben, on peut calculer la consommation d'énergie. Puis la consommation d'énergie, c'est vraiment, par exemple, le nombre de litres de propane qu'on a besoin pour avoir pour combler notre besoin en chauffage. Donc, le besoin en chauffage, c'est vraiment le côté euh, idéal, donc la consommation d'énergie qu'on doit fournir idéalement. Puis la consommation d'énergie, c'est plus vraiment la quantité de combustible qu'on doit fournir pour pallier à ce besoin en chauffage-là. Donc, par la suite, là, par rapport à tout ce qu'on a discuté, le bilan de calcul, c'est le fun de pouvoir le calculer. Puis, pour pouvoir le calculer, ben, on a un outil de calcul dynamique là, qu'on peut venir utiliser pour faire nos calculs. Donc, l'outil de calcul est disponible par le CRAC, donc si jamais ça vous intéresse. Puis, comme on peut voir, là, ici, on voit les données d'entrée, donc l'interface principale qu'on veut venir paramétrer notre serre. Donc, premièrement, les premiers paramètres qu'on peut spécifier, c'est la région. Donc, encore une fois, c'est spécifier tout ce qui est l'environnement extérieur de notre serre, puis les gains puis les pertes passives qu'on peut faire.
Par la suite, tout ce qui est lié à notre utilisation de notre serre, donc la température de consigne, les mois d'utilisation, comment qu'on veut utiliser, quel mois de l'année on veut l'utiliser. Par la suite, tout ce qui est lié à la configuration, donc la géométrie, les dimensions, puis tout ce qui est les revêtements là, liés à tout ça. Puis finalement, notre unité de chauffage qu'on vient spécifier, donc la qualité de l'énergie qu'on vient chercher, l'efficacité de l'équipement de chauffage, qui va venir vraiment spécifier notre consommation directement là, de combustible. Par la suite, en ayant tout paramétré notre serre de façon vraiment simplifiée, qu'on peut faire très, très facilement, ça nous génère nos résultats. Dans les résultats qu'on peut venir facilement chercher, c'est par exemple le besoin instantané en chauffage. Donc, la puissance pour faire le dimensionnement. Donc, par exemple, le besoin instantané ici euh, serait la puissance que notre unité de chauffage peut fournir pour répondre à nos besoins pendant toute l'année. Donc, le dimensionnement devrait être fait selon cette valeur-là. On a aussi les consommations mensuelles de combustible et annuelles. Donc, ça nous donne vraiment la quantité d'énergie qu'on doit fournir pour chauffer notre serre, que ce soit par unité par total ou par unité de surface au sol. OK, donc on passe maintenant au bout le fun. Le bout où on compare des mesures puis on voit leur efficacité totale sur la consommation d'énergie. Donc, on a discuté là, préalablement de tout ce qui est inclus dans le calcul, comment les pertes sont occasionnées. Donc, notre but ici, ça va être de minimiser nos pertes pour vraiment là, venir avoir un moins grand besoin de chauffage total. Donc, la première mesure qu'on va venir évaluer, c'est l'isolation de notre périmètre. Donc, venir vraiment là, isoler, ajouter une structure au sol de notre serre qui va aussi impacter l'infiltration. Donc, du même coup, on va diminuer notre infiltration totale. On va faire l'isolation de notre mur nord, donc une pratique qu'on entend souvent parler. Fait que voir son impact, là, ça peut être intéressant. Par la suite, on va faire une mise à niveau de notre équipement de chauffage et faire de la modification de la source d'énergie. Donc, si par exemple, on veut changer de source d'énergie, euh, ben, on va pouvoir voir quel type d'économie on peut faire lié à ça. Puis finalement, des mesures qui sont moins liées à l'efficacité énergétique, mais qui peuvent être intéressantes de venir calculer pour notre serre, c'est vraiment une production hivernale minimum chauffée. Donc, qu'est-ce quoi les coûts qui pourraient être associés à notre structure par rapport à ça? Et aussi un début de production hâtif. Donc, si on commence la production un peu plus tôt de chauffer notre serre, ça peut ressembler à quoi les coûts associés? Euh, ouais. OK, donc le premier scénario, on va utiliser une sorte de référence ici, donc une sorte typique individuelle du Québec. On va la situer à Shawinigan avec une température de consigne de 20 degrés le jour, 18 degrés la nuit. Donc, une serre individuelle gothique orientée nord-sud. Donc, l'orientation nord-sud indique que les deux extrémités sont orientées de côté nord-sud. Donc, les côtés ici qu'on voit W. Les murs nord, toutes les surfaces ont un revêtement de polyéthylène double avec une infiltration de 1,5 changements d'air à l'heure, chauffé au gaz propane avec une unité de chauffage avec une efficacité de 80%. Donc, on va commencer par voir notre salle de référence, combien elle consomme annuellement. Donc, on peut voir ici en bleu, c'est vraiment notre consommation si on veut chauffer notre serre 12 mois par année. Donc, on voit là, il n'y a pas sans grande surprise, les mois hivernaux représentent une très, très grande partie de la consommation en combustible, ici qui est des litres de propane. Puis, en jaune, ce qu'on voit, ce serait une production qui serait typique. Donc, si on veut chauffer de mi-mars à mi-octobre. Ce qu'on voit rapidement, c'est qu'à consommation annuelle, c'est vraiment pensez-y bien. Si par exemple, ça peut être intéressant et rentable là, de venir faire ce type de production-là, parce qu'on peut voir que produire de mi-mars à mi-octobre ben, vient économiser là, un 75% de notre consommation annuelle par unité de surface, parce qu'on vient enlever les mois les plus froids, donc les mois où les pertes seraient les plus importantes. Même chose au niveau du dimensionnement, donc le besoin instantané maximal en chauffage. On vient diminuer notre besoin de dimensionnement, donc notre coût d'investissement initial là, pour acheter notre unité de chauffage. Par la suite, donc le premier scénario qu'on va venir évaluer, c'est l'isolation de notre périmètre. L'isolation de notre périmètre, a pour but ben, de limiter l'entrée d'air froid. On a parlé tantôt qu'il y avait beaucoup d'air frais qui pouvait rentrer, donc occasionner des pertes par infiltration. Donc, en limitant l'entrée d'air froid, on vient diminuer ces pertes-là. Puis, ça augmente l'isolation globale de la serre, puisqu'on ajoute vraiment une fondation isolée. Donc, on isole une certaine partie du sol, ainsi là, qu'une certaine partie hors sol là-dedans. Puis, les inconvénients, mais ça nécessite des coûts d'excavation.
des travaux d'excavation assez majeurs, puis des coûts associés, surtout si on a une serre existante, puis on veut ajouter une fondation là-dedans. Ça peut être assez difficile là, de faire les travaux, puis de l'implanter. Donc, si on vient voir le calcul de ce besoin en chauffage avec cette modification-là, ben, premièrement, on a notre serre de référence ici qu'on avait avec une production typique. Donc, on va garder là, pour les prochains scénarios une production de mi-mars à mi-octobre, puisque c'est le plus typique là, qu'on voit là, au Québec. Donc, avec une consommation de 42 litres de propane par mètre carré, en venant isoler notre périmètre, on vient aussi diminuer notre infiltration grandement. Donc, on passe là, d'un 42 litres par mètre carré à un 36 litres par mètre carré, ce qui, quand on le met là, avec en monétaire, représente là, une économie de 14 annuellement. Donc, ce qui peut être assez, très, très intéressant de ce niveau-là, c'est à voir aussi si ça en vaut la peine pour votre industrie ou pour une prochaine serre par la suite. Lorsqu'on regarde pour le dimensionnement, donc le coût initial d'implantation, on voit que ça diminue un petit peu, euh, mais il n'y a pas de grande surprise là, liée à ça, donc parce que les saisons froides restent très très froides, donc on a encore besoin d'avoir un dimensionnement adéquat. Donc, pour ce qui est du deuxième scénario, donc l'isolation du mur nord, ici, puisque la majorité des serres au Québec sont orientées le plus nord-sud en 45, on va venir isoler notre mur nord, qui est ici notre mur d'extrémité qu'on voit sur l'image ici. Donc, c'est un mur qui représente environ 3% de l'enveloppe totale. Donc, en venant l'isoler, euh, on va voir ce que ça peut donner. Donc, les avantages, ça augmente l'isolation globale de notre enveloppe en venant isoler un mur complet et ça diminue l'infiltration parce que les revêtements standards là, peuvent occasionner plus d'infiltration, plus de fissures. Donc, en venant l'isoler complètement, là, on vient limiter ces pertes-là. Puis, pourquoi on isole le mur nord? Ben, puisqu'au Québec, le rayonnement solaire provient du sud, au nord, là, il y a très, très peu de rayonnement qui réussit à rentrer par ce mur-là. Donc, en venant l'isoler, là, on a très, très peu d'impact sur la quantité de rayonnement solaire qui peut venir frapper nos plantes et qui peut venir aider notre croissance. Pour ce qui est des inconvénients, ben, encore une fois, ça nécessite des travaux de venir isoler notre mur nord. Puis, il faut aussi s'assurer que notre serre est orientée adéquatement. Donc, si par exemple on est à 45 ou un peu trop à 45, ben là, on peut venir impacter là, le rayonnement solaire puis la quantité d'énergie qui peut rentrer dans notre serre de façon naturellement, donc diminuer nos gains. Donc, si on diminue nos gains solaires passifs, ben, il faut augmenter nos gains qu'on vient utiliser avec le combustible. Donc, lorsqu'on utilise cette comparaison-là, encore une fois, on repart à notre centre de référence, on a une diminution là, d'environ 2 litres par mètre carré annuellement, ce qui est intéressant, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que, comme j'ai dit tantôt, le mur nord, ici qu'on a évalué, ça représentait moins de 3% de l'enveloppe totale. Donc, en venant isoler moins de 3% de notre enveloppe totale, on vient économiser un 5% annuellement en combustible. Donc, c'est vraiment, là, on voit l'importance de isoler un maximum de surface peut devenir très, très rentable. euh, Par exemple, si on compare la superficie, le pourcentage de superficie versus les économies qu'on peut venir chercher. Puis, pour ce qui est du dimensionnement, ben, on a très, très peu de modifications, très, très peu de différences. Donc, on peut dire là, que c'est plutôt semblable de ce côté-là. Par la suite, on va venir faire une mise à niveau de notre équipement de chauffage. Donc, en augmentant l'efficacité de notre équipement, on vient diminuer aussi notre besoin en combustible directement. Donc, ici, on modifie rien à l'enveloppe, rien à la serre. On va vraiment changer l'unité de chauffage pour qu'il y ait une meilleure efficacité. Les inconvénients, ben, pour avoir une unité de chauffage qui a une haute efficacité, ça nous prend beaucoup plus d'entretien, donc il peut occasionner aussi des coûts, puis un peu plus de suivi là, avec ces unités de chauffage-là. Donc, pourquoi c'est important de venir faire des modifications puis d'être au courant de notre efficacité de notre unité de chauffage? Ben, comme on peut le voir sur le tableau ici, euh, on voit là, des unités de chauffage qui ont des efficacités observées pouvant aller, par exemple, pour le propane, de 62% à 98%. Donc, on a un 35% d'intervalle euh, lié à tout ça. Puis, par exemple, si on a une efficacité de 80%, mais ça veut dire que 20% de le propane que vous achetez qu'on vient se procurer ben, est perdu dans l'efficacité de notre unité de chauffage. Donc, c'est une perte directe liée à ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir, c'est une des premières étapes, c'est de venir voir notre unité de chauffage, comment on peut maximiser son efficacité pour pas vraiment procurer du propane, puis lui donner du propane qui va, par exemple, perdre en efficacité directement, puis que ça n'aura aucun impact au gain énergétique de chauffage.
Donc ici, pour nos scénarios, on va utiliser là, vraiment, vu qu'on a une serre au gaz propane, une efficacité énergétique de 92%, donc ce serait plus typique pour le propane. Un peu élevé, là, mais assez typique là, pour un chauffage au propane. Donc, avec cette modification-là, on repart à notre centre de référence qui avait une efficacité de 80%. Puis, lorsqu'on vient y mettre une unité de chauffage à 92%, ben, juste en modifiant notre unité de chauffage, en modifiant rien à notre enveloppe directement, on vient économiser un 13% directement en combustible, donc en coût, en achat de combustible. Donc, c'est à voir si l'investissement d'unité de chauffage plus efficace peut être intéressant pour vous de ce côté-là. Par la suite, si par exemple, on voudrait convertir notre unité de chauffage au propane à l'électricité, ici, on se base vraiment sur le tarif d'Hydro-Québec pour l'éclairage de photosynthèse ou le chauffage destiné aux cultures végétaux et le tarif D, puisque nous sommes vraiment dans une période mi-octobre à mi-mars où les périodes non autorisées sont quasi inexistantes à ce côté-là, donc très très faible la quantité de jours où on doit vraiment arrêter notre chauffage électrique. Donc on peut conserver là, un tarif D pendant ces périodes-là. Donc en ayant ces périodes, en convertissant notre électricité au chauffage, notre chauffage en électricité, ben, on voit là qu'on a une diminution assez très, très importante on vient diminuer de moitié notre coût en chauffage lié à ça. Encore une fois, selon la présentation qu'on a eue préalablement d'Hydro-Québec, c'est à venir voir si l'implantation d'un chauffage électrique peut être pertinent là-dedans, puis ça peut être rentable à long terme. Il y a ça en gardant en tête que Hydro-Québec, comme ils ont dit préalablement, il y a sûrement, ce serait il vous demanderait sûrement de garder votre unité de chauffage quand même au propane pour pallier si, par exemple, vous voulez chauffer pendant les périodes non autorisées. Euh, donc ici, on va comparer toutes les mesures qu'on a évaluées aujourd'hui d'efficacité énergétique. Donc, premièrement, on avait notre sphère de référence. On avait notre sphère aussi qui avait un périmètre isolé, qu'on avait une diminution là, de 14% environ. Notre mur nord, qu'on avait une diminution de 5%. Notre unité de chauffage, qui avait une diminution, là, encore une fois, d'environ 13%. Puis finalement, en implantant toutes ces mesures-là dans notre sphère de référence, ben, on aurait une sphère qui serait améliorée, puis qui globalement là, serait plus efficace au niveau énergétique, puis il y aurait une diminution des coûts de 26% globalement. Donc, une sphère qui aurait un mur nord isolé, un périmètre isolé aussi, puis une efficacité énergétique de l'unité de chauffage de 92%. Donc, maintenant, on va passer aux scénarios qui sont vraiment liés à la saison de production. Donc, ici, on vient vraiment, on va utiliser notre sphère de référence et notre sphère améliorée pour voir vraiment, ça peut représenter quoi les coûts d'une production hivernale puis une production qui serait hâtive. Donc, c'est quoi les avantages d'une production, de ces deux types de production-là? Ben, premièrement, on a l'ajout d'une période de production supplémentaire, donc qui amène des revenus supplémentaires aussi, avec peu de coûts supplémentaires d'importation. Donc, on garde notre serre comme elle est, comme on l'utilise pendant la saison typique, puis on l'utilise seulement l'hiver. Inconvénient, ben, c'est plutôt au niveau agronomique, ben, il faut adapter ces méthodes de production pour s'assurer, par exemple, que les différents facteurs comme l'humidité restent intéressantes là, puis pertinentes. Puis exemple aussi, dans les méthodes de production, comme on peut voir là, ben, par exemple, l'hiver, il faut déneiger notre serre, ce qu'on ne fait pas l'été là-dedans. Donc, ça c'est donc, premièrement, pour ce qui est de la culture hivernale, ici, on va utiliser notre serre de mi-octobre à mi-mars, puis on va mettre des températures de consigne de 0 degré. Donc, seulement pour éviter le gel, on va minimalement chauffer notre serre. Donc, premièrement, c'est le premier graphique qu'on voit. C'est vraiment la consommation annuelle pendant la saison typique. Puis, en ajoutant une saison hivernale à tout ça, on va venir chauffer pendant notre saison hivernale à 0 degré. Ben, ça représente 65-67% là, de la consommation typique. Donc, on augmente notre consommation annuelle d'environ 66% en moyenne avec le propane. Puis pour ce qui est du dimensionnement, on voit là que c'est plutôt similaire. Donc, on n'aurait pas besoin de venir augmenter notre dimensionnement, de venir augmenter ce qu'on a déjà dans notre serre. On pourrait garder nos installations actuelles. Donc, le deuxième scénario ici, c'est vraiment lié aux cultures qui seraient hâtives. Donc, par exemple, initialement, on utilisait notre serre de mi-mars à mi-octobre. Si, par exemple, on ajoute un mois à notre production pour mettre, par exemple, en mi-février. Par contre, pour ce mois-ci, on va vraiment utiliser seulement un tiers de notre serre. Donc, on veut vraiment chauffer un tiers de notre serre pour, par exemple, faire la propagation, les semis, un peu plus tôt à l'intérieur de notre serre. Donc, en ajoutant cette période de production-là,
On voit qu'on a une augmentation, là, que ce soit pour la serre de référence ou la serre améliorée qu'on voit en vert, en moyenne de 22%. Donc, on ajoute un mois de production pour un tiers de notre serre, puis ça l'augmente de 22%. Donc, c'est là qu'on voit aussi l'impact du froid, les grands froids de février là, sur notre consommation en serre. Pour ce qui est du dimensionnement, encore une fois, ben, ici, on n'a pas de modification. Ça reste plutôt similaire pour nos deux, pour ce scénario-ci. Euh, Ouais. Donc, on va terminer avec d'autres mesures d'efficacité énergétique qu'on ne peut pas nécessairement calculer avec l'outil de calcul du CRAC, mais qui sont vraiment intéressantes pour voulez en discuter avec vous, vu le thème de la présentation. Donc, premièrement, on peut faire du stockage thermique. Donc, si on a une présentation du stockage passif et actif, un stockage passif, c'est vraiment un stockage qu'on n'a pas besoin de vraiment venir jouer, avoir une gestion, là. Par exemple, si on voit, c'est vraiment des barils d'eau noirs qui viennent accumuler l'énergie pendant le jour. Puis pendant la nuit, ça fait un peu de tampon thermique, donc ça vient relâcher l'énergie que ça a accumulée pendant le jour, sans vraiment avoir besoin de faire de la gestion liée à ça. Pour ce qui est du stockage actif, contrairement, mais ici, on a vraiment des pompes et de la circulation d'air qu'on vient pousser. Ici, c'est fait dans des lits de roche. Donc, on vient accumuler l'énergie dans un lit de roche adjacent à la serre. Puis par la suite, quand on a besoin de cette énergie-là qu'on a stockée, on va venir la récupérer puis la renvoyer à notre serre par la suite. Voilà, voilà. OK, donc pour ce qui est des perspectives d'utilisation, là, ben, comme on a évalué, ben, c'est important de venir comprendre d'où proviennent nos pertes, d'où proviennent nos gains thermiques, puis de venir là, vraiment avoir une réflexion liée à ça sur la rentabilité. Donc, comment que je peux améliorer ma rentabilité en minimisant mes pertes, maximisant mes gains. Puis finalement, là, le but de la présentation ici, c'était vraiment de venir encourager des pratiques qui seraient plus durables dans une vision d'efficacité énergétique. Finalement, sur le projet de l'outil, là, ben, on tenait à remercier les partenaires, donc Climat Conseil, Gobédion, et associés, référence économique du CRAC, ainsi que le MAPAC, donc le gouvernement du Québec, qui ont contribué là, à l'élaboration de tout cela. Que voici, puis voilà.